Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la deuxième édition des soirées de l'IA organisées par Axis Consultant, avec pour thème principal l'impact de l'intelligence artificielle sur la fonction ressources humaines. Je suis François Ballot, je suis le responsable RH d'Axis Consultant, mais pour m'accompagner dans le décryptage des résultats de cette étude, qui a été réalisée sur 2 mois en septembre et en octobre 2019, j'ai la chance d'être accompagné par 5 invités de marque, auxquels je vais laisser la parole tout de suite pour qu'ils puissent se présenter. Bonsoir, donc Anne Boucher, moi je suis DRH côté SNCF Réseau. Alors SNCF, il y en a 2, il y a Mobilité qui transporte les voyageurs et le fret, et puis SNCF Réseau, c'est l'infrastructure. Et je suis DRH du périmètre qui s'appelle les directions techniques, où on va retrouver tout le pilotage des opérations, de la production, de l'exploitation, des grands projets et de l'ingénierie. Bonsoir à toutes et à tous. Florent Le Tourneur. Alors, je suis un ancien développeur. J'ai mal tourné parce que j'ai fini au RH de ma boîte. Je m'en suis remis et j'ai créé ensuite mon entreprise. Après avoir été salarié pendant un certain temps, j'ai créé mon entreprise donc il y a 3 ans, qui s'appelle Happy to Meet You, qui est un mélange entre un cabinet de chasse IT principalement et une agence marque employeur, donc située à Rennes, Nantes et Paris. Bonsoir, Valentin Blanchot, je suis le rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Siècle Digital, de référence, paraît-il, pour les professionnels du numérique, donc les RH aussi, puisque ça vous concerne, l'IA et la technologie. Bonsoir, Véronique Joboupino. Moi, je travaille au sein du groupe La Poste. Je pense que tout le monde connaît le groupe La Poste, au moins pour avoir utilisé un certain nombre de ses services. Donc, c'est un groupe européen de services. Et dans ce cadre, moi, je travaille au sein de la DRH en charge de la marque employeur. Donc, pour l'ensemble du groupe, pour l'ensemble de ses branches d'activité, ses différentes entités, filiales, différents services. Voilà. Merci beaucoup. Mon nom est Jean-Luc Marigny. Je suis le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle d'Axis Consultant. Et puis, je dirais heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu pour, justement, comme le disait François, ces fameuses deuxièmes soirées de l'IA. Voilà. Merci Jean-Luc. Alors, quel est le programme de la soirée ? La soirée va être décomposée en 3 parties. Tout d'abord, un décryptage des résultats de l'étude, à laquelle ont participé 128 DRH français, issus de PME, PMI et de grands groupes. Cette étude, on l'a structurée en termes de débriefing en 7 points clés. Et pour chacun des points clés, nous aurons un temps d'échange au format table ronde avec nos invités. Ensuite, une séance de questions-réponses. Et enfin, un cocktail de clôture. Alors, avant d'attaquer les débats, et Jean-Luc posera notamment la première question à nos invités, je voulais quand même prendre quelques instants pour vous présenter Axis Consultant. Certains d'entre vous nous connaissent sans doute déjà, d'autres nous découvrent à l'occasion de cet événement et se posent peut-être la question, Axis, qui êtes-vous ? Alors Axis, nous sommes un cabinet de conseil en management de 240 collaborateurs et notre métier, c'est d'accompagner des clients, essentiellement grands comptes, dans le cadrage et la mise en œuvre de leurs projets de transformation, qu'il s'agisse de transformation organisationnelle, de transformation digitale, d'optimisation des processus métiers, d'évolution des systèmes d'information. Et notre offre conseil, elle est organisée aujourd'hui en 5 business units, donc 3 business units qui s'affichent dans mon dos métier, une BU finance d'entreprise, une BU achat, une BU digital marketing commerce et 2 BU transverses, une BU acte qui porte les problématiques notamment liées à la conduite du changement, une BU data qui porte les problématiques liées à la gouvernance et à la valorisation du patrimoine des données du client. Mais Axis Consultant, c'est également un groupe avec 4 filiales, 2 filiales situées en France, Axis Odyssey, Neosite, et 2 filiales situées à l'international, Axis Asie à Hong Kong et Axbility Consulting à New York, mais qui couvrent également le marché canadien. Pour résumer rapidement, Axis Odyssey regroupe nos expertises dans le domaine du travel management. Neosite regroupe nos expertises autour de la solution SAP et a récemment obtenu le label SAP Gold Partner. Axis Asie propose une offre de services à ses clients orientée autour du marketing digital et du web analytics. Et Axbility Consulting propose à ses clients une offre orientée système d'information achat avec un positionnement d'aide au choix de solutions, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'intégration fonctionnelle. Axis, c'est également, au-delà des entités que je viens de présenter, 2 structures transverses qui sont importantes dans la mise en œuvre de notre démarche d'innovation et d'apprentissage continu. Tout d'abord, le Labia, dont Jean-Luc a parlé, qui accompagne chacune des business units dans la conception et la mise en œuvre de solutions IA au service des clients.
mais également une université interne qui accompagne la montée en compétences des équipes, des consultants, en délivrant notamment des formations méthodologiques et métiers du conseil. Voilà. Et tout cet ensemble constitue un groupe qui aujourd'hui se porte bien avec une croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres et de belles perspectives pour les années à venir. Voilà pour le panorama d'Axis Consultant. Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos offres, eh bien, certains de nos associés sont dans la salle et sont à votre disposition dans le cadre du cocktail de clôture et pour l'avenir, pour échanger plus largement. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais passer le relais à Jean-Luc qui va initier la première partie du décryptage. Merci François. Avant de rentrer véritablement sur la partie décryptage, j'ai une première question pour nos intervenants. Avez-vous déjà déployé l'IA dans votre service, dans les services de vos clients, pour Florent notamment, voilà. Je pense que c'est important déjà de faire ce point. Et si oui, je dirais quel type de solution avez-vous déployé ? Et si vous ne l'avez pas fait, quelles sont les raisons pour lesquelles en fait, vous n'avez pas franchi le pas ? Donc voilà, c'est des choses qui m'intéressent pour démarrer. Anne, Véronique, Florent. Anne peut-être, non allez, c'est parti alors. Anne, pardon. Oui, alors je vais bien démarrer. Donc, côté SNCF, on a déjà déployé pas mal de choses. Alors après, IA, moi je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que selon ceux qui en parlent, il y a différentes choses derrière. Si on parle d'outils plus ou moins numériques qui utilisent plus ou moins des algorithmes, on va dire que voilà, on a déployé une solution de chatbot RH qui répond à des questions génériques sur la gestion administrative pour les collaborateurs. Il y a quelque chose pour la gestion des congés. Il y a aussi quelque chose pour l'analyse des retours formation. Et puis, moi, sur mon périmètre, je développe aussi une plateforme d'orientation carrière pour aider les gens à voir quel est leur champ des possibles et selon une démarche affinitaire. Je ne suis pas très fan de la démarche prédictive, surtout en ce qui concerne les métiers et les postes, parce que les démarches prédictives s'appuient plutôt sur le passé pour prédire l'avenir. Or, on n'arrête pas de répéter que les métiers vont changer. Donc j'ai du mal à comprendre qu'on puisse prédire l'avenir en se basant sur le passé. Alors que voilà, le matching affinitaire par compétences me semble quelque chose de plus intéressant. Après, c'est qu'un outil. Je crois qu'il faut être très très modeste avec l'intelligence artificielle. Voilà, ça peut donner des idées aux gens. C'est vraiment pas un truc qui va remplacer les contacts que vous pouvez avoir via votre réseau, les conseils que les gens peuvent vous donner. Donc l'IA, oui, on aura l'occasion d'en reparler, mais pas pour remplacer ce que les gens peuvent vous apporter. Alors nous, notre partage d'expérience au sein du groupe La Poste était essentiellement basé sur un site de recrutement et un mode, d'accompagnement de nos candidats, toujours apporter plus de services à nos candidats. Donc dans le cadre de la refonte de notre site de recrutement il y a 2 ans environ, nous avons décidé de mettre en place un chatbot dédié à l'accompagnement des candidats. Je ne dis pas un chatbot pour le recrutement, je dis bien un chatbot en mode service à apporter aux candidats. Donc tout type de questions assez simple qui nous permettait d'une part de gagner du temps aux différentes équipes qui répondaient à la fois sur les réseaux sociaux et sur le site de recrutement, et puis qui permettait aussi de passer tout un tas de questions récurrentes qui n'avaient pas réellement de valeur ajoutée, donc de gagner du temps à la fois pour les équipes et puis d'apporter un service aux candidats qui pouvaient poser ces questions en mode consommateur du e-commerce. Je pose mes questions directement dans ma barre Google, mais là c'est la question directement à notre chatbot copilote, et donc ça permettait d'apporter ce même type de service. Donc on est donc parti des usages que le candidat a comme tout consommateur que nous sommes, et donc nous avons calqué ce besoin-là en imaginant qu'il était également celui du candidat. Voilà, donc c'est de cette manière-là que nous avons développé notre chatbot que nous avons aussi nommé Copilote, qui du coup permet dans son nom, dans son prénom, enfin comme vous voulez, d'accompagner. D'ailleurs, il est unisexe, vous remarquerez que Copilote aussi, c'est les deux à la fois, et donc ça permet d'accompagner nos candidats le mieux possible. Merci beaucoup. Florent, peut-être un retour d'expérience ? Oui, nous on a travaillé principalement sur de la programmatique en partenariat avec une société que vous connaissez qui s'appelle HelloWork.
On a la chance d'être voisins de bureau d'Hello Work. Donc Hello Work, c'est WestJob, Blog du modérateur, j'espère que tu m'en veux pas, etc. Donc c'est différentes structures autour effectivement du numérique et du contenu. Et l'usage que l'on a avec eux, c'est comment toucher tous les candidats passifs. Les candidats actifs, en recrutement, on les connaît, ils cherchent du travail, ils sont sur des CV Tech, ils sont sur LinkedIn éventuellement, etc. Donc ceux-là sont plutôt faciles à trouver. Après, il faut les engager, c'est un deuxième sujet, mais ils sont faciles à trouver. Et l'idée, c'est comment, effectivement, avec cet outil, comment aller chercher des candidats qui sont passifs, qui sont venus consulter les sites du blog du modérateur, entre autres, pour aller chercher de l'information, aller chercher du contenu. Et grâce à ça, nous, alors nous, on n'a pas accès aux données, on n'a pas les coordonnées des personnes, évidemment. On ne sait pas qui on contacte. Mais par contre, selon un certain nombre de critères que l'on a, nous, sur un certain nombre de postes, Hello Work va envoyer de manière intelligente, entre guillemets, parce que je vous rejoins sur le côté algorithmie, en fait, que sont tout ça, pour les proposer à des personnes qui sont juste venues consulter, de se dire, bah tiens, il y a Happy to Meet You qui a envie de rentrer en contact avec vous, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et s'ils sont d'accord, nous, on va vers eux, mais ils ne savent toujours pas, nous, on n'a toujours pas les coordonnées des personnes, et on va vers eux en leur disant, voilà le type d'opportunité que je pourrais avoir pour vous, et c'est à ce moment-là qu'ils vont décider ou pas de se dévoiler, et nous, ensuite, on va faire notre travail, effectivement, de structure de recrutement. Donc c'est là où, effectivement, nous, l'enjeu, c'est d'aller chercher, effectivement, des candidats qui sont passifs, qui ne sont pas sur le marché de l'emploi, qui ne cherchent pas forcément un travail, qui sont heureux là où ils sont, globalement, mais qui sont venus consulter des sites qui permettent ce genre de choses. Bah, merci bien. C'est déjà une réponse intéressante, puisqu'on voit bien que l'éclairage n'est pas forcément le même déjà entre vous, même si on retrouve une base commune qui est plutôt tournée algorithmique, au sens premier du terme, et que vous vous intéressez beaucoup aussi à l'explicabilité, je pense, de ce qui sort de ces fameux algorithmes, et de la manière dont ils peuvent vous aider au quotidien sans forcément remplacer la valeur ajoutée que vous avez aujourd'hui et que vos collaborateurs ont en interne. François, je te propose qu'on rentre un petit peu plus dans l'étude. Oui, le deuxième point clé de l'étude porte sur les domaines d'investissement prioritaires que les DRH plébiscitent dans les années à venir en matière de solutions IA. Et avec en tête de pont l'automatisation de certains processus administratifs, notamment dans le domaine de la gestion du personnel, qui ressort pour 77% des intervenants. D'où ma question auprès de nos invités. Si vous deviez prioriser pour les années à venir un projet d'IA, quel serait-il et pourquoi ? Qui veut se lancer ? Non, moi, je voulais juste dire que je n'ai pas le poste de DRH, donc du coup, très humblement, je donnerai juste mon avis. Mais il me semble que c'est vraiment la simplification, l'automatisation. Je pense qu'il ne faut pas aller vers le recrutement, comme c'était éventuellement suggéré en termes d'idées. Je pense que c'est vraiment apporter un service et qu'on est vraiment dans la complémentarité, finalement, entre l'intelligence que peut avoir un outil et qui permet d'augmenter celle d'un humain. Et donc, je pense qu'on doit apporter plus de services aux collaborateurs, aux salariés, et qu'on doit aller vers cela. Alors, quel type d'outils, peu importe, j'allais dire. Mais tous ceux qui nous prennent trop de temps, je pense qu'il faut simplifier la vie de nos collaborateurs, et c'est vers cela que j'irai, en fait, tout simplement. Alors moi, je vous rejoins tout à fait, et je rajouterais, il faut simplifier, faut penser à deux types d'utilisateurs. Simplifier la vie des collaborateurs de l'entreprise, je parle des salariés, et simplifier aussi la vie des acteurs RH. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les acteurs RH, on leur donne des outils qui vont faire ça, et pour eux, ça devient de plus en plus insupportable, parce que là, pour faire ça, il faut se connecter là. Puis il faut ressortir du réseau. Puis là, il faut se connecter là. Et ils n'en peuvent plus, et ce qu'ils veulent, c'est un outil qui fait tout, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution. C'est très difficile d'avoir des outils qui se parlent les uns avec les autres. C'est toujours une horreur avec la DSI pour réussir à créer les API qui vont bien. Et tant que ça ne sera pas assez mûr, on va multiplier les couches du millefeuille, mais voilà, on a plutôt envie de pâte à choux que de millefeuille, parce que donc pensez aux salariés et puis aux acteurs RH. Et moi, quand j'ai lu l'étude, il y a un truc qui m'a étonné. J'ai vu qu'il y avait comme toutes les solutions d'analyse de la satisfaction des collaborateurs qui pouvaient être faites avec l'IA. Et donc ça, par exemple, moi, c'est un truc que je ne développerai pas.
Parce que, alors j'ai été sollicitée, je sais pas, il y a eu une période, toutes les semaines, j'avais quelqu'un sur LinkedIn qui me disait oh, « Vous intéressez à ça, j'ai le truc qu'il vous faut ». En gros, il faut demander tous les matins aux gens s'ils se sentent bien, s'ils sourient, s'ils sont pas, enfin, leur météo, leur machin. Et ça, en fait, donc en discutant avec des collègues des RH, le retour d'expérience, c'est que c'est ultra anxiogène. Le manager qui reçoit par l'intelligence artificielle le résultat de ce matin, il y en a 5 qui sont de mauvaise humeur et il n'y en a que 2 qui sont de bonne humeur. Il a peur que son N+2 lui dise qu'est-ce que tu fais pour qu'ils soient tous heureux. Enfin voilà, tout ce truc autour du bonheur au travail, autour de la satisfaction des gens, waouh, surtout pas trop mesuré parce qu'en fait ça fait du mal à tout le monde. Donc j'irai pas là-dedans. Florent, Valentin, peut-être ? Alors moi je suis une boîte de 25 personnes, donc les 2 premiers sujets, d'automatiser la gestion administrative de mes 25 collaborateurs, pour l'instant c'est pas trop mon sujet. C'est pas le cas. Non, par contre on a beaucoup travaillé sur le troisième. En fait, moi aujourd'hui je retiens 2 choses quand on regarde les candidats, c'est que 70% des candidats aujourd'hui consultent des offres sur leur smartphone, ils veulent postuler avec des smartphones, et 60 à 70% des candidats qui vont sur des sites carrières d'entreprises ne font pas l'acte de déposer quand on regarde les différentes études. Donc on se dit qu'il y a quand même des trous dans la raquette. Et donc on a eu l'occasion de nous travailler sur un site qui s'appelle, alors je m'appuie au passage, qui s'appelle recrutement-rn.com et en fait qui agrège toutes les offres d'emploi qu'il y a à pourvoir sur le bassin de Rennes. D'accord. Alors on se parle, ça doit être 12 000 offres à peu près sur un bassin d'emploi de 500 000 personnes. Donc on a un taux de chômage à peine à 5%, enfin c'est juste un peu la galère en ce moment. Et donc on a travaillé sur un outil, un CV Catcher qui va juste, vous allez déposer votre CV, il va analyser votre CV, donc en un clic, et il va regarder toutes les offres d'emploi qui sont parmi ces 12 000 qui pourraient correspondre à vos envies, à ce que vous avez réalisé. Donc l'idée, c'est de simplifier la vie du candidat qui se dit, il y a 12 000 offres, là, par quelle je commence, comment je trie, etc. Ça prend du temps et sur un smartphone, ils n'ont pas la patience, ils partent très vite. Et voilà. Donc moi, c'est plutôt ça. En tout cas, après c'est mon job, mais c'est de travailler effectivement sur ce matching candidat poste à pourvoir en simplifiant l'acte de candidature. En simplifiant la vie du candidat pour lui dire voilà les offres qui potentiellement pourraient t'intéresser, arrête de taper des mots-clés dans tous les sens et vas-y. Alors ça c'est valable pour des sites où il y a beaucoup d'offres ou des entreprises où effectivement il y a beaucoup d'offres disponibles sur la même entreprise par exemple. Non mais Florent, juste pour reprendre quelques instants la parole, je partage complètement ton avis parce que moi j'adorerais mettre en place, bon après c'est un coût, hein, c'est une il y en a gratuit dans ce monde. Donc tu as cité une société, il y en a 2 autres sur le marché qui le font. Mais effectivement, c'est hyper intéressant. On est à mi-chemin entre la candidature spontanée, qui effectivement est la bouteille à la mer, et là on sait bien que c'est pas forcément honnête entre guillemets en tant qu'entreprise de laisser croire au candidat qu'il y aura quelque chose au bout du bout lorsqu'on envoie un CV de boulanger au sein du groupe La Poste. C'est sûr que ça va pas le faire, même si on a de multiples activités, on va pas pouvoir donner satisfaction, donc ça sert à rien. Donc il vaut mieux proposer effectivement cette entre guillemets candidature inversée, ce fameux matching qui effectivement permet lorsqu'on présente son CV de faire remonter les offres d'emploi en concordance avec son propre profil. Donc moi j'y crois aussi à ça. Peut-être j'avais une question complémentaire à poser à Valentin sur la partie recrutement notamment, qui est stratégique pour beaucoup d'entreprises, notamment sur des secteurs qui, comme le conseil par exemple, sont pénuriques. On a évoqué des outils de matching qui permettent de mesurer l'adéquation entre les compétences d'un candidat et le profil de poste à pourvoir. Siècle Digital, c'est un bel observatoire qui permet d'avoir une vue globale sur les bonnes pratiques développées en entreprise, sur la partie IA recrutement, quelles sont aujourd'hui les tendances sur le marché et ce que proposent les entreprises. Alors, ce que peuvent proposer les entreprises est un bon exemple aussi de ratés, même si, mais c'est important aussi parce que dans l'IA, il y a aussi des ratés. Et en plus, c'est une entreprise de taille et que vos DSI seront certainement amenés à travailler avec pour avoir certains services. C'est Amazon Web Services, donc qui propose des services cloud et qui, en 2014, a créé un outil qui lui permettait de trier ses CV pour les recrutements pour Amazon Web Services, donc pas pour Amazon. Et en fait, en octobre 2018, donc quand même 4 ans plus tard, Amazon s'est rendu compte que cette IA cet algorithme était discriminant. Parce que les données utilisées à la base étaient pour des métiers techniques, donc avec le temps, a commencé à favoriser les hommes.
et à discriminer les femmes. Donc ça remet aussi les choses en perspective pour un acteur qui est même de la taille d'Amazon, qui traite des millions, voire des milliards de données par seconde, et même pas capable encore d'avoir un outil qui est propre et qui évolue dans le bon sens. Donc c'est un premier exemple qui permet aussi, je pense, aux gens qui sont parmi nous ce soir de se rendre compte que les outils doivent être bien pensés, il faut avoir les bonnes données, et ça permet aussi les ratés de se rendre compte de là où il y a des erreurs ou là où il y a des ratés. Je vais rajouter quelque chose parce que c'est un sujet hyper intéressant. Et comme je disais, je suis ancien développeur et j'avais regardé ce sujet-là parce qu'il m'avait marqué forcément en tant que recruteur. Et le point qui est important, c'est de comprendre aussi que derrière, l'intelligence artificielle, c'est de l'algorithmie et donc c'est des codeurs qui ont juste développé des lignes informatiques. Et ces développeurs, qui sont des gens intelligents, etc., ne sont pas du tout sensibilisés à la discrimination, mais pas du tout sensibilisés au sujet. En plus, on sait que 90% des développeurs sont des hommes, pardon. Donc, excusez-moi du lapsus. Ouais, mais on en est encore malheureusement très loin. Il y a du travail, mais il y a etc. Ouais. Non, mais et voilà. Et donc, moi, je m'étonne pas de ça en fait, parce que derrière, ça a été en tant que développeur, on code d'une certaine manière, et derrière, malheureusement, on a des développeurs ont des partis pris. Ils sont pas sensibilisés aux 25 critères de discrimination. Alors là, c'est aux États-Unis, mais c'est la même chose en France où on a 25 critères de non-discrimination. Et donc derrière, si on code mal, on s'étonne pas d'avoir des résultats qui soient à la hauteur du code que l'on a fait, quoi. Donc ceci peut expliquer cela à mon sens. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un biais algorithmique et qui posera beaucoup de problèmes, je pense, dans les futurs recrutements. Et j'avais un deuxième exemple, un petit peu plus simple, qui est celui de McDonald's, qui aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Italie et d'autres pays a créé un petit assistant vocal dans Alexa pour passer une première étape de recrutement. Alors, je ne l'ai pas utilisé, je n'ai pas de vocation à faire des burgers encore, ou à travailler chez McDonald's dans d'autres services. Mais c'est un point qui est assez important parce que ça met du point la digitalisation en fait, du processus de recrutement et la transmission à un chatbot, parce que derrière, ça reste un assistant vocal, mais il y a la même construction et le même schéma de discussion et d'échange qu'un chatbot. Mais premièrement, ça permet déjà de récolter des premières données pour améliorer à terme les processus de recrutement, et ça permet aussi de mettre le point sur des lacunes qui peuvent y avoir dans le processus de recrutement, parce que les personnes qui ont créé ce chatbot là, cet assistant, en fait, ont appliqué les mêmes critères, les mêmes schémas de questions, et tous les points de friction, tous les points de loupé, ou s'il y a une personne qui abandonne l'utilisation de cet assistant vocal là, ça permet de mettre le point sur éventuellement des erreurs qui sont matérialisées dans les vrais processus de recrutement à travers la plateforme de McDonald's. Donc c'est quelque chose d'un petit peu plus un peu moins d'IA, puisque c'est juste un petit chatbot, mais ça rentre dans l'automatisation ou dans l'utilisation de données. Et c'est pour moi un des premiers points, un point clé pour plus tard, c'est que pour intégrer plus d'IA, il faudra aussi collecter plus de données, et les IA en fait auront besoin aussi d'avoir les points de friction dans les recrutements. Alors on voit bien que la question des biais, c'est quelque chose d'important. Beaucoup de nos clients chez Axis nous parlent de ces problématiques de biais. Je vais revenir sur un point plus particulièrement de l'étude qui porte notamment sur l'éthique et sur le fait qu'un grand nombre de DRH ont affirmé être garants, quelque part, de cette éthique vis-à-vis, je dirais, de la mise en œuvre d'une solution d'IA. Et d'autre part, un point important également, c'est le fait d'être vigilant par rapport, effectivement, aux dérives de l'IA. Alors j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et d'après vous, est-ce qu'il n'y a que des impacts négatifs ? Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des impacts positif par rapport au fait d'introduire une solution d'IA dans vos process aujourd'hui? Qui veut répondre particulièrement sur cette question-là? Valentin, j'ai pas beaucoup d'IA dans mes process. On est plutôt mais au moins une toute petite entreprise. Dans ce que tu peux voir, voilà. Non, ce que je peux voir, c'est une très bonne question, mais il faudrait avoir les bons outils, et malheureusement, effectivement, les biais, c'est une vraie problématique, parce qu'on aura vite tendance à s'en remettre à une intelligence artificielle en disant
c'est forcément un robot, donc forcément il ne va pas juger des personnes sur leurs origines, leur physique ou même leur capacité physique. Mais finalement, du fait de créer cet outil-là et du fait de s'auto-nourrir, en fait, il crée tout seul des biais. Donc c'est une vraie problématique, mais c'est une vraie problématique pour Google, c'est une vraie problématique pour toutes les entreprises qui font de l'IA. Et c'est un sujet de taille. Et n'étant pas dans une fonction RH, je n'ai pas forcément la solution sur intégrer des règles ou des vraies contraintes dures dans les process qui font utiliser de l'IA. À un moment, il me semble qu'il va falloir choisir les datas, choisir la base sur laquelle on va travailler et puis surtout ne pas oublier le contrôle. Je pense que tous les process que l'on met en place, à un moment, on regarde quand même le résultat et je pense qu'on peut être amené à comparer le résultat obtenu via un système d'IA, peut-être avec ce qu'on obtenait précédemment et du coup voir s'il y a des grosses différences et apporter des correctifs. Moi, je reste convaincue que l'IA, je préfère parler, je crois que c'était, j'avais noté Luc Julia, je pense que vous le connaissez, hein, le Siri, donc le serveur vocal d'Apple, qui effectivement a mentionné que pour lui l'intelligence artificielle n'existe pas, mais il croit beaucoup et il défend l'intelligence augmentée. Et effectivement, je crois que c'est vers cela qu'il faut aller, en ajoutant donc de l'humain et le contrôle finalement au bout du bout sur l'ensemble des dispositifs. Je partage complètement et je rajouterais aussi, il faut rester humble par rapport à tout ça, parce que on parle d'intelligence artificielle et puis en même temps, on est dans cette phase de transformation digitale et la transformation digitale quelque part, c'est de plus en plus une attente de réponses personnalisées. Donc l'IA peut aider sur ce qui va répondre aux besoins des grandes masses, sur des choses très générales, mais chacun d'entre nous, en tant que consommateur, on clique là, on achète ce qu'on veut, comme on veut, on le reçoit où on veut, et ça transforme notre comportement. Et finalement, en entreprise, on a notre comportement qui a changé. Donc les gens, ils veulent de plus en plus une réponse personnalisée et rapide. Or, l'IA n'est capable de répondre qu'à des choses qui vont concerner le plus grand nombre. Donc parallèlement, se développe un besoin en tant qu'acteur RH de savoir de plus en plus faire dans la dentelle. Et ça, quelque part, c'est aussi des nouvelles compétences qui doivent se développer en parallèle. Alors, votre réponse est très intéressante parce que ça appelle aussi la question du rôle du DRH par rapport à ces nouvelles compétences qu'il faut développer ou... Alors, le rôle du DRH, je vais parler que pour mon périmètre, qui est assez particulier. Moi, je suis aussi extrêmement sollicitée dans tout ce qui est accompagnement de la transformation. Et je pense que pour les RH, c'est quelque chose de super intéressant à attraper parce que y a beaucoup de choses à faire, à voir. Et, les managers, la plupart sont quand même un peu paumés par rapport à tout ce qui se passe. On est dans un monde incertain. Moi, je travaille avec essentiellement des ingénieurs. Les nouvelles technologies, ça bouleverse à la fois l'ingénieur super compétent et reconnu qui a 45 ans, qui est le pro français, voire européen, voire mondial, mais mine de rien, par rapport à certaines problématiques, le petit jeune de 25 ans qui sait coder et qui a un niveau d'abstraction mathématique qui sort de l'école, il est meilleur que lui sur certaines fonctionnalités, on va dire. Et donc là, waouh, il y a l'estime de soi qui en prend un coup. Il y a tous ces trucs qu'on raconte, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on raconte autour de l'IA et qu'il n'est pas capable de faire. Ça peut aussi faire croire qu'il y a des outils qui vont savoir tout faire. Ceux qui sont pas très... Alors ça peut encourager l'acheter managérial, et ça, on essaye de l'éviter quand on est DRH, parce que c'est assez facile de dire non, mais c'est l'outil qui a dit, c'est l'outil imposé par l'entreprise. Donc, voilà. Donc finalement, dans notre rôle d'accompagnateur de la transformation, de prise en charge de ces outils, d'avoir moins peur, de faire taire l'anxiété, on a un rôle qui est très important, mais qui est de plus en plus multitâche. C'est passionnant du coup. Merci beaucoup. Alors, vous m'avez fourni la transition pour le prochain point clé de l'étude. On voit que l'un des points clés remontés par les DRH qui ont été interrogés, c'est la nécessité d'accompagner la montée en compétences des collaborateurs pour qu'ils puissent s'approprier de manière optimale les solutions d'IA qui sont mises en place. Et donc la question que je souhaitais vous poser, c'est avez-vous mis en place dans vos organisations respectives des dispositifs spécifiques de formation, par exemple, pour accompagner des managers, des salariés à mieux appréhender les solutions d'IA, à mieux les utiliser, à mieux se les approprier?
Oui, mais je vais dire de façon générale, pas simplement par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport à tout ce qui est nouvelles technologies numériques et donc également dans les problématiques métiers techniques. Donc voilà, nous on développe pas mal de trucs, des relais digitaux qui sont un peu ceux qui, dans l'accompagnement du changement, enfin c'est les 10% qui sont les plus intéressés au départ et puis qui vont par viralité en emmener d'autres. On essaye de beaucoup véhiculer le côté si tu sais transmet. Après, voilà, on fait beaucoup ça. Ça marche pas toujours. Il y a des gens qui ont peur. Il y a beaucoup à rassurer. Parce que quand on ne connaît pas, on en a peur, donc il faut faire taire cette anxiété, faire taire un peu les fantômes des cauchemars, comme quand on était enfant, quoi. Alors je ne vais pas du tout comparer les collaborateurs à des enfants, mais tout ce qui est nouveau fait peur, donc il faut d'abord rassurer, et puis il faut avoir de plus en plus de monde qui va montrer et qui va faire avec, et puis après c'est plus facile. On parle beaucoup de la capacité, je dirais, des collaborateurs maintenant à comprendre finalement le résultat produit par une IA. Est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, plutôt des formations, des accompagnements pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne en essayant de le vulgariser un maximum, ou est-ce qu'au contraire c'est encore un peu trop tôt? Alors moi je dirais, quand ça répond à un vrai besoin en termes d'usage, ça avance. Quand on essaye de leur vendre un truc qui finalement leur sert à rien, on peut faire tout ce qu'on veut, ça sera rejeté, point. Et c'est normal. Ouais, moi, je pense qu'il faut construire. Nous, quand on a mis en place, on voulait mettre en place la programmatique, on peut dire, j'ai une dizaine de sourceurs recruteurs, donc des gens qui savent sourcer, qui savent faire des jolis booléens sur Google pour aller trouver des gens qui traînent à gauche à droite sur le net. Et quand on parle de programmatique, ça peut faire peur en disant, oh là là, ça va remplacer mon job. Et donc, pour tout cas, mouvement l'IA, pour moi, ça ne remplace pas l'emploi. Ça peut modifier des tâches, etc. Et le meilleur résultat qu'on a eu, c'est pas en l'imposant, et là je suis d'accord, parce que si on l'impose, ça marche pas, c'est en le co-construisant et en disant, voilà, avec les collaborateurs, voilà ce qu'on souhaite faire. Est-ce que tu souhaites travailler sur ce sujet? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et on va co-construire ensemble le dispositif de programmatique et qui va t'aider à sourcer et qui va pas te remplacer en sourcing. Et j'ai jamais autant embauché depuis que j'ai ça, en fait, moi-même. Donc j'ai plutôt créé des emplois plutôt que d'en avoir supprimé. Par contre, j'ai donné plus, à mon sens, j'ai donné plus de valeur à l'emploi qu'ont les sourceurs recruteurs aujourd'hui, qui fait que ils ont envie de rester, ils vont pas voir les petits copains, quoi. Mine de rien, c'est aussi ma part employeur et mon taux de turnover qui baisse parce que je leur donne aussi la possibilité de travailler sur des outils qui peuvent avoir du sens dans leur emploi et pas leur remplacer. C'est clair? Non. Bon. Question supplémentaire, mais qui va rejoindre en fait un résultat de cette étude qui peut paraître surprenant, c'est que 77% des DRH estiment en fait que l'IA va redonner du sens finalement au travail. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Oui, non. Et quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà appréhendé des choses ou pas dans votre pratique régulière? Je pense qu'on en revient à ce que tu viens de dire juste avant et ce que vous disiez au début aussi, c'est l'IA en fait va apporter des vrais outils et va enlever en fait beaucoup de tâches répétitives, beaucoup de tâches basiques en fait qui n'ont pas besoin de matière grise ou de vraie intelligence humaine, mais on va plutôt aller vers des vraies intelligences augmentées ou des employés ou des salariés ou des collaborateurs augmentés. Et ils vont avoir de vrais outils pour prendre de meilleures décisions, avoir une meilleure perception aussi de leur travail, avoir plus de données, pouvoir peut-être juste demander, si je me projette un petit peu dans le futur, voilà, un assistant vocal de leur entreprise, voilà, donne-moi les dernières statistiques sur tel client et voilà, comparé à tel autre client ou sur tel secteur. Et en fait, ne pas passer 3 heures à faire ça, mais avoir une réponse en 15 minutes, voire 5 minutes et pouvoir prendre de meilleures décisions. Donc, à mon sens, en tant qu'observateur, et je ne vis pas ça comme ça, mais je vois plus une vraie augmentation, entre guillemets, du travail ou des tâches,
et pas beaucoup et du coup plus d'épanouissement, je pense, ou moins de points de frustration sur des choses qui peuvent prendre du temps à faire. Je suis complètement d'accord, c'est extrêmement bien dit. Donc bravo pour avoir aussi traduit ce que je pensais à l'instant. Si je reprends l'exemple de notre chatbot, il est vrai que la plupart des questions maintenant que nous traitons sont des questions plus complexes, ce sont des questions qui appellent autre chose que est-ce que vous recrutez en ce moment des conseillers bancaires, ou est-ce que vous avez des postes de facteurs, ou est-ce que vous avez de l'alternance au sein du groupe La Poste. Parce que vraiment, c'est ce type de questions que nous avons. Après, nous avons les questions faciles où j'arrive pas à me loguer pour déposer mon CV. Donc soit le poids est trop important, soit des questions techniques aussi qui ne requièrent pas beaucoup de valeur ajoutée dans la réponse. Et donc ce sont des questions de ce type que notre chatbot arrive à traiter. Évidemment, il traite aussi la mise en avant des différentes offres d'emploi qui sont requêtées par le candidat. Et donc ça permet aussi, via un carrousel de 9 offres avec des visuels, de donner de manière agréable à voir les différents emplois à pourvoir. Mais du coup, ça permet, par rapport à ma petite équipe qui était en charge de ces traitements-là, de juste se consacrer à soit des questions qui sont parler à un humain lorsque la complexité est telle que ça nous arrive, soit nous consacrer sur des questions complexes de SAV sur les réseaux sociaux ou des questions complexes de suivi de candidature, de relancer des recruteurs, par exemple, ou d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé sur telle ou telle non-réponse à une candidature, ça arrive aussi. J'ai un exemple moi, de redonner du sens, comment l'IA a redonné du sens à des personnes. On a été appelé par une clinique privée qui galérait à trouver des infirmières. D'accord. Donc métier extrêmement difficile, extrêmement en souffrance. Et quand on arrive dans cette clinique privée, en fait, et quand on a échangé avec les infirmières sur quels sont les profils que vous voulez qu'on recrute, etc. En fait, le sujet, c'était pas du recrutement, c'était de redonner du sens à leur emploi. En fait, les infirmières, c'est un métier quand même que l'on fait en général par conviction, parce qu'on a envie de faire ce job. On l'a pas choisi au hasard. Et dans la réalité, elles font des plannings, elles font tout un tas de tâches, de micro-tâches, qui fait qu'à la fin de la journée, soit vous vous dites j'ai fait plein de trucs, mais j'ai rien fait qui correspondait à pourquoi j'ai fait des études, et vous le viviez plus ou moins bien. Et en fait, là où je veux en venir, c'est qu'en fait le sujet n'a pas été du recrutement, et ils ont travaillé du coup, c'était pas nous les bons interlocuteurs, ils ont travaillé avec une société que j'ai trouvée plutôt formidable qui s'appelle Open, et qui a travaillé effectivement sur comment donner, quand un patient arrive dans un hôpital, on a tous vécu, on s'adresse à une première infirmière, et puis à une deuxième, et puis on lui explique, et puis ça change à la pause à minuit, etc. Et on en a vu 5 et on répète 5 fois les mêmes choses. Ce qui fait perdre du temps aux infirmières, ce qui fait perdre du temps aux patients, etc. Enfin, en tout cas, le patient ne vit pas forcément bien. Et ils ont travaillé effectivement sur toutes ces micro-tâches qui étaient hyper chronophages pour les infirmières, les rendre les plus automatisables possibles, les rendre les plus simples possibles pour que ce soit fait une bonne fois pour toutes quand le patient rentre avec un bracelet, je passe tous les détails. Et du coup, derrière, l'idée, c'était, c'est même pas que l'idée, c'est le résultat, c'est que les infirmières dans cette clinique ont retrouvé du temps pour un sujet qui était, pourquoi elles avaient fait des études, c'était être en relation humaine avec des patients, avec des gens qui souffrent et qui sont malades. Et pas remplir des calendriers, remplir des agendas, de s'assurer que l'IRM il est bien dispo pendant, etc. Et donc virer toutes ces micro-tâches qui sont hyper chronophages au point où elles en sont malheureuses de faire leur métier. Et on l'a entendu il y a encore quelques semaines sur le sujet. Et donc, sous un sujet recrutement, en fait, quand on regarde, c'est pas qu'un sujet recrutement, c'est pas un sujet d'effectif, c'est un sujet de temps de travail disponible pour faire mon vrai métier d'infirmière et pas pour faire tout un tas d'autres choses qui n'est pas mon job, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Du coup, je dirais que c'est pas le mot de perte de sens qui est le bon terme. Parce qu'en fait, ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle nous permette d'être des salariés augmentés, on va dire. C'est-à-dire d'avoir moins de tâches sans valeur ajoutée dans notre quotidien au travail et d'avoir plus de missions à valeur ajoutée. Donc en fait, c'est en se concentrant sur ce que les gens considèrent comme sans valeur ajoutée dans leur job et en essayant de voir comment ça, on peut le résoudre avec des outils qui vont être designés en fonction de leurs besoins, qu'on arrivera à faire accepter l'IA par les gens et qu'après, on peut développer plus de bien-être au travail, mais pas forcément vendre plus de sens, parce que la question du sens en entreprise, elle est bien plus complexe que ça. Et là, c'est pas l'IA qui peut résoudre
forcément la question. Donc voilà, faut marketer le terme pour C'est une pas question de vendre du proportion, truc en fait. Une question de invendable. proportion entre les activités qui sont entre guillemets dévalorisantes et qui du coup me coûtent au quotidien à réaliser. Si effectivement elles sont moins importantes en volume que ce que j'ai à faire comme activités qui ont du sens, des responsabilités et des missions intéressantes, bon là ça va passer. Donc c'est un problème de proportion. Quand les infirmières effectivement doivent avoir 70% de travail administratif, c'est pas pour ça qu'elles se sont engagées. C'est clair. Ouais. Par contre, ce travail administratif, il est quand même souvent indispensable à la bonne gestion du travail humain et du soin qui est à apporter. Mais c'est vrai que rentrer 15 fois la donnée, si on la rentre une bonne fois pour toutes et qu'elle peut suivre dans un système d'information, c'est quand même génial. Après, ce qui est compliqué dans le domaine RH, c'est que la donnée, justement, qu'elle puisse se balader par rapport à tous ceux qui vont l'utiliser, ça, c'est vraiment de ça dont on a besoin. Et là, on a quand même un truc qui est compliqué, c'est le RGPD. Parce qu'il y a tellement de données dans le domaine RH qui sont des données personnelles que résoudre cette équation-là, ça ne va pas être si simple. Et pour le moment, je ne vois rien qui permette de lever le voile. Or, c'est un vrai besoin dans le domaine RH. Alors, j'ai entendu tout à l'heure l'expression l'IA fait peur, et l'un des points clés de l'étude porte justement sur les freins au déploiement de solutions IA dans les entreprises. Au-delà des peurs, est-ce que vous avez identifié dans vos organisations respectives des freins particuliers et comment vous les avez surmontés? Alors le frein numéro 1, c'est le coût. Faut les budgets. Et quand on veut quelque chose d'ambitieux, en général, ça coûte cher quand même. Donc voilà, c'est le frein numéro 1. Je pense que la qualité du réseau, c'est aussi quelque chose de très important. Moi, je sais que à la SNCF, c'est pas forcément génial partout, dans tous les campus qu'on peut avoir. Et ça, c'est un truc qui fait énormément râler les gens quand on leur parle d'outils numériques qui nous répondent oui, mais enfin déjà, améliorer la qualité du réseau, c'est vrai, parce que plus on va avoir d'outils numériques, plus il va falloir que la taille des tuyaux soit importante. Je vulgarise un petit peu, mais enfin, c'est vraiment ça comme question. Et les gens, aujourd'hui, comme ils veulent tout de suite, si ça ne marche pas, ils arrêtent. Et après, ça va être gros coup de frein. Donc ce sujet-là, il est hyper important. Pas trop d'outils additionnés les uns à côté des autres. Je parlais du millefeuille, mais voilà, plus de choses où on pense ensemble. Et puis, attention, surtout pas imaginer qu'il y a des outils qui vont remplacer les hommes. Donc l'homme augmenté, oui, mais la machine à la place de l'homme, non. Parce que pour les entreprises, je pense que derrière, il y a un vrai risque de développement de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Et puisqu'on parlait de marque employeur tout à l'heure, je pense que un jour, dans un scénario peut-être un peu Black Mirror, mais il y a très bien une boîte qui pourrait vendre pour vendre son image employeur. Venez chez nous, il y a encore des êtres humains qui s'occupent de vous. Donc l'enjeu pour les RH, c'est qu'il y ait encore des acteurs RH demain. Non, mais il est clair que moi, je ne souhaite pas qu'on recrute, mais bon, après, j'espère être écoutée, je pense aussi que c'est le cas. Recruter par l'intelligence artificielle, non, il faut rapprocher effectivement peut-être un moment l'offre du candidat par différents moyens, mais que ce soit qu'une seule étape et au moins une étape préliminaire pour aider le rapprochement entre les deux, et que ce soit gagnant-gagnant, mais que ce ne soit pas l'étape finale, loin de là. Moi, je pense à un autre frein en ce qui concerne également l'intelligence artificielle. On est en ce moment en train d'ouvrir ils sont plutôt, parce que nous on est ici, eux sont à Madrid, mais la COP25, et il est clair qu'au niveau du climat, je pense qu'on n'a pas un allié en termes de consommation énergétique, avec tous les serveurs qui sont nécessaires et qu'on doit faire tourner pour maintenir des systèmes d'information que nous avons et qui sont dupliqués par X. Donc je pense que ça, c'est un autre frein important à regarder, et il faudra voir comment nos chercheurs peuvent essayer de trouver d'autres solutions, parce que je pense que celui-là est très très fort quand on voit ce qui se passe. Bon, on va essayer de terminer ce premier tour de table par une question un peu positive. On a parlé beaucoup des craintes. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant de savoir quels sont vos espoirs par rapport à l'IA, quelles sont vos attentes.
si vous en avez déjà. Et puis deuxièmement, comment, je dirais, vous voyez les choses en termes de projection et en termes d'hybridation peut-être du travail entre, d'un côté, on parle beaucoup d'automatisation, de bots, voilà, entre le travail humain et puis ce qui peut être assuré par des intelligences ou par des machines, je dirais, qui assurent un certain nombre de traitements, qui permettent d'automatiser certaines tâches. Qui veut répondre en premier sur ce point, Florent? Cette question, elle est complexe. Elle est complexe. Hein. Ouais, je sais pas. Enfin, déjà, vos attentes, globalement. Ouais, mais alors, c'est une redite par rapport à ce qu'on a dit, mais j'aime bien le mot intelligence augmentée. En fait, c'est pour moi tout le travail que font toutes ces entreprises qui codent et qui amènent de l'intelligence artificielle, mot que j'aime pas trop non plus, on en avait parlé avec tous les deux. C'est effectivement, si c'est pour remplacer des emplois, alors peut-être que ça en remplacera, il y a plein de choses, enfin, le monde y bouge depuis 150 ans ou 200 ans très fort, donc ça remplacera peut-être des emplois, mais au-delà de ça, c'est comment faire en sorte, si on veut que ça fonctionne et on veut que les citoyens se disent c'est intéressant, c'est qu'effectivement ça les aide dans leur quotidien et ça leur simplifie la vie, ça leur simplifie des tâches qu'ils n'aiment pas faire ou qui sont les moins à valeur ajoutée, les moins intéressantes pour eux. Alors ça peut être variable d'une personne à l'autre selon les emplois, hein, c'est aussi complexe, mais en tout cas moi mon espoir c'est qu'effectivement toutes les entreprises qui travaillent autour de l'intelligence se disent j'ai envie de faire quelque chose pour non pas remplacer l'humain, mais pour aider l'humain à faire mieux, à faire différemment, à faire plus facilement, à se simplifier la vie, à au moins de risques de RPS ou moins de risques physiques pour les gens. En tout cas, c'est mon espoir. Après, peut-être que je rêve tout seul, mais voilà. Alors, ça rejoint une réflexion que me faisait il n'y a pas longtemps un manager d'une grande société, qui me disait j'ai 14 salariés et 12 bots. Il me dit c'est super parce que les 12 bots m'ont permis de consolider les emplois des 14 salariés qui aujourd'hui sont sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc on est vraiment dans ce que vous disiez. Hein. Globalement, je pense que c'est vraiment cette dimension-là. Vous vouliez... Alors moi, je vais rajouter un truc un peu à part, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors moi, mon espoir, c'est que déjà, il y ait plus de filles chez les développeurs. C'est bien. Je suis d'accord avec vous. Qu'il y ait de la diversité parmi les développeurs et puis que la formation de développeurs et le métier de développeur évolue. Parce que c'est quand même des gens qui sont géniaux quand ils comprennent les usages et les besoins des utilisateurs que les utilisateurs n'arrivent pas forcément bien à formuler. Et quand on a... Enfin moi là, j'ai une petite jeune fille de l'EPITA qui est en stage chez nous. Il y a un truc que je voulais développer, je ne savais pas forcément bien le formuler, j'avais imaginé un truc. Et puis elle, en fait, elle a su me trouver une autre voie qui m'a permis en plus de contourner la DSI et de développer mon truc en 1 mois et demi au lieu d'en 6 mois. Parce qu'elle a compris les contraintes, elle a compris l'objectif que j'avais et elle m'a aidé à trouver une voie détournée. Et ça c'est génial. Et donc voilà, moi je rêve que les développeurs de demain sachent pas seulement coder, mais soient un peu comme les bons juristes. Alors pour moi un mauvais juriste c'est celui qui sait me dire ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. J'ai fait mon boulot, débrouille-toi. Moi ce que je veux c'est la personne qui m'aide à aller là où je veux aller. Et voilà, moi donc mon espoir c'est que les développeurs ils deviennent comme ça. Ce qu'on vous propose peut-être maintenant, c'est de passer à la phase de questions-réponses. Je pense qu'on va interroger un peu l'assistance pour voir si vous avez des questions. Super, bougez pas. Vas-y, Grégory. Bonjour. Alors cette semaine, j'étais en cours en MBA Management de l'intelligence artificielle et nous avions donc un cours RGPD et puis un cours d'éthique. Et nous avions débattu au sujet d'une application américaine, anglo-saxonne, qui permet en fait d'avoir des entretiens vidéo qui sont analysés par une intelligence artificielle et qui va décoder les expressions du visage et fournir et présélectionner en fait des candidats.
Alors nous avons discuté, on a dit, mais est-ce que ça va venir en France ou pas? Puis on a discuté, et puis on a dit probablement que ça viendra d'ici 2-3 ans, peut-être même moins. Donc je vais vous poser la question. Okay. Alors, je vais répondre. Ça existe en France, pour être très clair. Je n'ai pas cité le nom de l'entreprise et je vous encourage à lire Jean-François Amadieu, qui est un professeur d'université qui a sorti une enquête cette semaine et qui est lisible sur Internet sur ce sujet précis. Et il a écrit 18 pages sur les entretiens vidéo en recrutement. Nous, on ne les utilise pas. Je ne veux pas les utiliser. Ça m'a renforcé dans la non-utilisation de ce sujet. Donc je ne sauterai pas le nom des entreprises françaises qui le font, mais il y a des entreprises françaises qui les vendent aujourd'hui, très concrètement. Pourquoi je suis pas fan? Et je rejoins Jean-François Amadieu qui a sorti ce papier, cette réflexion c'est 18 pages, mais c'est assez facile à lire et c'est extrêmement clair. C'est qu'effectivement, filmer des personnes lors d'entretiens de recrutement pour les sélectionner, parce que c'est ça aujourd'hui, ça va à contre-courant de beaucoup de critères discriminants qui sont aujourd'hui dans la législation française. Alors, j'aime pas les juristes non plus qui disent qu'on n'a pas le droit de faire ci, pas ça. J'aime bien les juristes qui m'aident. J'ai aussi des avocats, donc j'aime bien qu'ils m'aident positivement. Mais néanmoins, il y a quand même des biais. Et entre autres sur l'accent. Enfin, en tout cas, ça va analyser tout un tas de choses, de données vocales, de mimiques, etc. Et il peut y avoir, par exemple, la maladie, c'est un critère de non-discrimination. On n'a pas le droit de discriminer sur quelqu'un qui est malade avec des maladies plus ou moins visibles, mais il y a des maladies qui peuvent entraîner des tics, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça, aujourd'hui, on revient à ce que vous disiez sur les programmateurs qui n'ont pas pensé forcément à tous ces critères discriminants et qui, peut-être non volontairement, vont dire cette personne ne la sélectionne pas parce que ses manières de réagir ne correspondraient pas. Alors que cette personne, elle est peut-être très apte à faire le travail, elle a juste un handicap. Et c'est qui est peut-être pas très visible, mais qui peut être visible par ces fameuses caméras, en tout cas par l'intelligence artificielle qui va regarder ces caméras. Donc à mon sens, pour faire simple, je ne suis pas un grand fan de ces outils. Je ne les utilise pas et je ne souhaite pas les utiliser pour le moment. En tout cas, je ne sais pas ce que vous faites dans les entreprises, mais moi non. Alors moi, j'utiliserai absolument pas parce que c'est quand même, je comprends même pas qu'on puisse imaginer que quand on est seul face à un mur et une caméra, on est la même personne que quand on est face à un être humain. Or, l'entreprise, c'est encore un milieu social avant tout. Et donc, c'est quand même un être humain qui doit recruter un autre être humain. Ou alors, c'est pour un job où on est seul face à son mur, ou alors il va falloir former les gens à savoir parler à une caméra, leur apprendre à faire du théâtre. Enfin, je comprends même pas le concept de vendre ce truc-là. Et j'espère pour mes enfants qu'ils vivront pas dans une société comme ça demain. Alors moi, je vais un peu apporter un éclairage différent. Pardonnez-moi, je mets les deux pieds là dans le plat. Pour dire que nous avons utilisé des solutions d'entretien vidéo pour des commerciaux. En revanche, elles ne sont absolument pas lues par l'intelligence artificielle. Ce sont des entretiens vidéo différés qui répondent à un cadrage particulier puisque c'est travaillé en amont avec un questionnement spécifique, avec un timing spécifique pour répondre à certaines questions spécifiques. Tout ceci étant lié à la fonction occupée. Donc c'est quand même travaillé par les recruteurs et des personnes en charge des compétences. Ensuite, ces entretiens vidéo sont transmis et sont analysés par des recruteurs. Voilà. Après, je ne peux pas dire que c'est forcément la panacée, que ça se substitue, et je vous rejoins, ça se substitue pas forcément à un entretien en face à face et qu'on est peut-être un peu différent dans un entretien en face à face. En revanche, ce qui est en termes d'égalité des chances maintenues, c'est que tous ceux qui répondent à l'entretien vidéo vont avoir le même type d'exercice à réaliser. Voilà. Alors, ça, je sais qu'à la SNCF, on en fait aussi. Voilà. Mais c'est surtout le côté analyse des émotions. Oui, on est d'accord. Alors là, non, une IA qui analyse les émotions dans un entretien vidéo. Et je vous rejoins sur l'analyse par l'IA. Moi, je suis aussi contre, et ce n'est pas comme ça que nous pratiquons. Voilà. Donc il y avait deux choses dans la réponse de Florent, et c'est la raison pour laquelle je voulais intervenir. Alors j'ai utilisé les entretiens vidéo, je vais être très transparent. J'ai travaillé dans une entreprise qui est pas loin d'ici, qui est rue de la Boétie, qui s'appelle Groupama. J'étais DRH de Groupama avant d'avoir créé ma boîte, et on utilisait effectivement ces outils vidéo. Effectivement, tout va bien jusqu'à ce moment-là où effectivement l'analyse des vidéos qui ont été réalisées par les candidats sont étudiées par des recruteurs et qui vont passer 10 minutes, 15 minutes à étudier la vidéo. Jusque-là, ça va. Là, c'est de l'intelligence humaine. D'accord ? Mais par contre, là où ça devient tendancieux, c'est que ces mêmes sociétés
française, vous dites oui, mais le principal argument de vente de ces sociétés, en fait, c'est vous allez gagner du temps grâce à nous. Et donc, le raccourci est vite fait de se dire je ne vais plus passer 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à regarder chacune des vidéos. Je vais appuyer sur le bouton qui va me permettre, non plus en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais en 10, 15, 20 secondes, de remplacer le temps humain par un temps machine. Et c'est là où est le biais, où est la limite, où c'est l'argument de vente principal de ces sociétés, c'est de dire vous allez gagner du temps. Et vous allez gagner beaucoup de temps, au détriment, effectivement. Et c'est pour ça qu'à un moment, nous, on a fait le choix de se dire j'en veux pas, en tout cas, Chapitre Me Too, on n'en veut pas. J'ai dit pendant 3 ans, j'en veux pas, parce que je vois les risques, en tout cas, sur lesquels on peut aller, et les dangers que ça peut faire si effectivement, si c'est fait intelligemment, il n'y a pas de souci. Si c'est biaisé par un certain nombre de trucs, voilà. Il faut que ce soit extrêmement cadré, c'est le rôle, répondre à un process. Et là, le rôle du DRH, là, clairement. S'il y a d'autres questions dans la salle, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je suis fatigué, ça commence ce soir. C'est les microbes. Alors, qui se lance ? Pour essayer d'amorcer un peu les choses, il y a quelques années, j'ai travaillé sur une plateforme qui permettait de rapprocher en fait, des publics dits handicapés par rapport à l'emploi de start-up. Alors, dans les publics handicapés, qu'est-ce qu'on entend ? Je vais essayer de ne pas trop vous faire bondir, mais c'est le cas. C'était les seniors, c'était les surdiplômés, 2, 3 doctorats, une accumulation de diplômes. C'était les femmes. C'était des gens qui présentaient un handicap physique ou mental. Voilà. Et typiquement, on avait besoin de technologies qui nous permettaient de pouvoir, identifier ces personnes-là et de pouvoir les identifier très facilement. Ça veut donc dire que quelque part, par rapport à l'objectif qu'on poursuit, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est finalement ces techniques qui parfois sont très intrusives, peuvent faire peur, sont pas forcément souhaitées pour un grand nombre de process, peuvent dans certains cas être très utiles et apporter une réelle aide à ceux qui vont les utiliser dans leur pratique quotidienne. Ça a permis en tout cas le fait d'avoir des plateformes où les gens pouvaient se déclarer avec leur handicap et autres. Ça n'a pas été simple à l'époque avec la CNIL, ça l'est encore moins aujourd'hui avec le RGPD, mais bon, à l'époque on a réussi quand même à obtenir ces autorisations, à pouvoir le faire, et ça a permis à bon nombre de personnes de pouvoir retrouver un emploi à l'intérieur de start-up qui recherchaient ces fameux moutons à 5 pattes quelque part, ou ces personnes qui présentaient de par leur parcours, de par leurs caractéristiques physiques, mentales, ainsi de suite, des choses qui pouvaient être intéressantes pour l'entreprise. Donc parfois ça a d'intérêt. Oui, allons-y. Là, on parle de recrutement. Est-ce qu'on a une expérience sur l'intelligence artificielle qui va nous aider à identifier rapidement le profil de demain et l'après-demain au regard du plan de charge d'une entreprise, de l'évolution aussi des technologies. Moi, je fais partie de la SNCF. Aujourd'hui, on a des technologies de ATS++, Nexteo, avec des ingénieurs qui ont une spécificité sur l'exploitation automatique. Et voilà, c'est des compétences qu'il faut qu'on nourrisse et qu'on fasse venir. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait automatiser une intelligence artificielle qui nous permette facilement de dire en 2022, on sera en pénurie de telle ou telle compétence ? Alors, je vais essayer de répondre. Par rapport à l'évolution des métiers, on est aujourd'hui en pleine réflexion. Il est clair que l'automatisation, mais au-delà de l'automatisation, je dirais pas mal de solutions qui intègrent de l'IA, change un peu la donne. Les compétences qu'on recherche ne sont pas forcément, celles qu'on recherchera demain. Beaucoup d'entreprises s'interrogent sur leurs process. Est-ce que les process tels qu'on les déroule aujourd'hui seront ceux qu'on va dérouler demain ? Donc il y a une grosse interrogation par rapport à ça. Nous, ce qu'on peut voir à travers les clients qu'on approche, c'est véritablement le fait de se dire on ne met pas en
je dirais, on n'intègre pas un certain nombre de solutions d'automatisation, parfois d'intelligence artificielle un peu évoluées, sans avoir une réflexion sur finalement le métier et sur la vision des processus demain. Et ça, c'est, je crois, incontournable. Alors, je connais un peu le sujet, donc je vais répondre. En fait, oui, on rêve d'une IA qui nous permettrait de faire de la vraie GPEC. On rentre les données d'emploi, donc les départs en retraite, les démissions, les ceci, les cela, les mobilités. On a idéalement la prévision de la charge. On arrive en plus à injecter toutes les nouvelles technologies. Et puis, en gros, ça nous sort, voilà, vous aurez besoin plutôt de ça. Et puis, on ajoute aussi tout ce qu'on externalise, toutes les compétences qu'on veut garder. Donc, voilà, cet outil idéal, moi, j'aimerais bien l'avoir. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On essaye à la main de faire un truc comme ça, mais c'est vrai que dans le domaine de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il n'y a pas de solution qui existe aujourd'hui. La plateforme d'orientation carrière qu'on développe, qui fait du matching entre les compétences attendues sur un poste et les compétences des gens, qu'ils autodéclarent, moi j'aimerais bien, alors dans l'étape d'après, et la start-up avec laquelle on bosse, ils essayent de voir, mais ils n'ont pas encore réussi à développer l'algorithme qui va bien. Mais moi je leur ai dit, voilà, moi je voudrais qu'en plus je puisse vous donner les données GPEC, où je sais que là, on va manquer de compétences demain, pour que vous poussiez un petit peu certains emplois plus que d'autres. Parce que dans le domaine du recrutement, c'est ça aussi qu'il faudrait pouvoir faire. Parce que si on sait un peu là où on aura plus de besoins que là, on oriente les gens là. Et on pourrait imaginer orienter aussi vers les formations. Et j'ai le droit de poser une question, moi ? Avec grand plaisir. Parce que, en fait, tout à l'heure, quand vous parliez de ce qu'un outil était capable de faire dans la recherche de compétences dans un CV pour faire de la présélection et d'orienter vers un candidat plutôt que vers les 12 000 offres de toutes les entreprises, plutôt vers une ou deux entreprises, moi, le risque que je vois derrière, c'est que derrière, ça devienne un service financier. C'est-à-dire que moi, je suis une grosse boîte très riche. Je paye l'IA en question pour qu'elle pousse mes offres plus que d'autres. Les pousser sur ton site, en fait. Alors pas les pousser sur le web. Pourquoi pas ? Enfin, en tout cas, aujourd'hui, le schéma, tu achètes cet outil de matching, tu le plugues quelque part, donc tu le plugues sur tes propres outils. Mais s'il compare toutes les offres du marché... Alors, l'outil qui fait ça, il a vocation à aller sur le site de la SNCF ou sur le site de la Poste, où là, il y a des centaines d'offres, et donc ça va simplifier la vie du candidat. Donc là, il n'y a pas d'enjeu pécunier. Après, effectivement, le structure qui l'a mis, qui est recrutement-RN, la structure qui est derrière, c'est pas P2BQ, c'est pas une boîte privée, c'est Destination Rennes, donc qui est la cellule économique de la ville de Rennes. Donc il n'y a pas d'enjeu financier pour la ville de Rennes, à part, effectivement, que les entreprises du territoire aient des ressources. D'accord ? Donc il n'y a pas de... en tout cas aujourd'hui, mais j'entends le biais, il est intéressant, il n'y a pas de biais financier à promouvoir telle ou telle offre. Et là, ça pourrait être effectivement très dangereux parce que c'est même manipulatoire. C'est-à-dire qu'on va dire, donne plutôt cette offre-là que cette autre offre. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, j'entends. Hein. On l'a déjà, c'est le sponsoring. Ah ouais, mais après, là, c'est notre choix. On fait le choix de payer. C'est les coûts qui peuvent payer. On est un peu là-dedans, mais j'ai l'impression que ça existe déjà aussi. Ça existe déjà, hein, très, très, très concrètement. Il y a Golden Bees, par exemple, qui le fait. Golden Bees, c'est leur job de faire... Vous payez et vous avez du sponsoring sur les bons endroits, etc. Ouais. Une dernière question, peut-être, au niveau de l'assistance ? Oui ? Allez-y, je vous en prie. C'est une question qui est un tout petit peu plus éloignée de la préoccupation première, mais qui me concerne plus, puisque je suis plus spécialiste de relations sociales. Quand nous présentons, notamment en représentant du personnel, toutes les évolutions qui sont proposées dans l'entreprise pour améliorer les processus et les conditions de travail, de plus en plus, la réaction est très méfiante, suppression d'emplois. Comment, en même temps que
qu'on développe des magnifiques solutions, comment on accompagne en fait ces solutions pour, d'une part, éviter l'effet anxiogène qui a été mentionné évidemment à juste titre, mais en même temps qui aide justement à démontrer que les tâches à faible valeur ajoutée, n'est pas forcément suppression d'emplois, et d'autre part, ce n'est pas non plus une performance à outrance qui fait que les salariés qui faisaient là je cite les partenaires sociaux, et pour les partenaires sociaux, les tâches à faible valeur ajoutée, c'est ces tâches qui permettent un peu de respirer dans la journée et ne pas être tout le temps dans la productivité, et que ça représente aussi un côté humain qui disparaît avec l'IA. Comment communiquer sur les avantages de l'IA sans pour autant faire peur et sans pour autant ne pas pouvoir argumenter pour ces éléments-là? Qui veut répondre sur ce sujet? Les partenaires sociaux, je les connais un petit peu. Moi, je dirais qu'en fait, ils ne sont pas très différents des collaborateurs et des managers. Voire même, parfois, c'est plus compliqué avec certains managers ou avec un groupe de collaborateurs qu'avec les partenaires sociaux. Enfin, ce n'est pas plus compliqué, en tout cas. Quel que soit le groupe humain, un groupe de collaborateurs, un groupe de managers, un groupe de représentants du personnel, il y a de la peur au début. Il y a de la méfiance. De toute façon, les partenaires sociaux, ils ont toujours peur qu'on supprime des emplois. Quel que soit le sujet, c'est pas qu'avec l'IA. Donc, c'est toujours un peu la même démarche. D'abord, beaucoup d'écoute. On essaie d'expliquer, on se fait envoyer promener, puis on revient, et puis ça se passe toujours mal, et puis on revient encore. Et puis finalement, au fil du temps, les questions, elles évoluent. Et c'est plus toujours les mêmes. Si je prends l'exemple de Nexteo, par exemple, où ça fait 2-3 ans qu'on en parle à nos partenaires sociaux. Au départ, c'était oui, automatisation, suppression d'emplois, ceci, cela. Et puis maintenant, c'est quoi le plan de formation de tous nos collaborateurs de l'ingénierie pour que vous ne laissiez personne sur le bord de la route et qu'on puisse emmener tout le monde, parce que sinon, il y en a qui ne vont pas pouvoir continuer à être employables avec ces nouvelles technologies. Donc, en fait, au fil du temps, les questions et les freins, ils évoluent. Et notre rôle, c'est d'avoir à chaque fois les réponses prêtes face à leurs arguments. On ne les a pas toujours, hein, mais ça nous pousse, nous, en tout cas, à évoluer dans la façon dont on répond. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a plus de peur chez eux qu'il y en a chez les salariés. Un complément de réponse? Non. Moi, je n'ai pas de représentant du personnel, moi, donc ça c'est beaucoup plus simple pour l'instant. Ah ouais, ça viendra. Ça viendra. Ça va venir très prochainement, d'ailleurs. En tout cas, c'est tout notre rapport au travail qu'il va falloir questionner, je pense, dans les années à venir, avec justement l'évolution des technologies, et puis en même temps les problématiques d'allongement du temps de travail et autres. Donc, j'ai l'impression qu'on n'y coupera pas. Donc, ça fait partie des grandes réflexions qu'on doit mener aujourd'hui. C'est comment on travaille aujourd'hui, quelle est la place du travail humain, quelle est la place en fait des solutions telles qu'elles soient, d'automatisation ou autres, par rapport à ce travail-là, et comment on va fonctionner en hybridation demain, quoi. C'est plutôt ça. Voilà. Oui. Je veux juste rajouter un truc, parce que j'y pense par rapport aux risques, aux espoirs et compagnie. On a parlé du RGPD, de la protection des données dans le domaine RH. C'est un vrai enjeu. L'autre enjeu, c'est la sécurisation de toutes ces données. Parce que les gens, moi je trouve, ils ont de plus en plus peur de savoir ce qu'on va faire avec leurs données. Et ça va être encore une question de rassurer les gens. Et là, s'il y a des bugs... on va perdre des gens et on aura beaucoup de mal à les récupérer. C'est clair. Eh bien, merci beaucoup déjà pour vos questions, et puis merci beaucoup pour vos réponses à toutes et à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un rapide point sur les différents événements du Labia sur cette année. Le Labia
organise régulièrement des soirées comme celle-là, ou ce qu'on appelle des formules good morning le matin. Alors, généralement, on fait plutôt des good morning quand ça fait beau. C'est plus sympa. Et quand ça fait un petit peu froid, on préfère les soirées. C'est quand même un peu plus sympa à organiser, et puis c'est plus convivial. Donc, on a un certain nombre de thèmes cette année qui vont être traités. Le premier porte sur l'IA et l'hyper-personnalisation du marketing. On a ensuite un thème autour de tout ce qui a trait au géodécisionnel, on va dire ça comme ça. Ensuite, sur la problématique de l'IA en support des achats. Le quatrième thème sera plutôt sur comment l'IA va transformer en fait la fonction finance. On va traiter également de l'IA au service des déplacements professionnels. Et puis on terminera l'année avec un thème assez générique sur management augmenté et intelligence artificielle. On parlait beaucoup d'augmentation tout à l'heure. Au niveau du management, c'est quelque chose de très, très, très présent aujourd'hui en termes de réflexion. Voilà. François, je te laisse la parole. Pour conclure quelques bonnes pratiques, déjà vous pouvez vous rendre sur notre site axis-consultant.com pour suivre notre actualité, télécharger l'étude que vous pouvez récupérer également au format papier avant de sortir. Elle sera positionnée juste à la sortie, donc n'hésitez pas à la récupérer. Hein. Voilà. Un grand merci pour votre présence et je vous invite à profiter du cocktail de clôture. Avant qu'on passe vers le cocktail, je voulais appeler Grégory parce qu'en fait, c'est grâce à lui qu'on est là. J'oubliais Grégory. Et puis Kenan, hein, toute l'équipe, naturellement. C'est un travail remarquable pour pouvoir avoir produit à la fois cette étude et puis organiser cet événement. Merci.